Messieurs, bonjour. Je vais, pour commencer, passer la parole au professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui va faire un état des lieux précis de la situation épidémiologique dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. La situation épidémiologique est grave. La deuxième vague de la pandémie, qui frappe toute l'Europe, est brutale et se propage rapidement. L'impact de la pandémie est majeur sur le continent, plus de 8 millions de personnes touchées et 232 000 morts. La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas, 1,6 million. Cette deuxième vague, contrairement à la première, concerne tout le territoire, les métropoles, mais également les villes et les villages. Toutes les régions sont concernées, notamment des régions peu touchées par la première vague, comme Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Occitanie. Chaque jour, vous êtes informés du nombre de personnes qui, la veille, ont reçu un résultat positif. Ce sont des personnes contaminées il y a une semaine au moins, testées ensuite, c'est l'effet rétroviseur. 58 046 personnes ont reçu hier un test positif. Elles ont été exposées plusieurs jours avant et seront les hospitalisées de demain, surtout si elles sont fragiles ou âgées. C'est pourquoi nous surveillons l'incidence, le nombre de nouveaux cas, en particulier chez les personnes âgées. Nous savons que si l'incidence augmente, mécaniquement, les admissions vont augmenter quelques jours après. La France teste massivement, plus de 2 millions de tests par semaine. Le nombre de tests positifs augmente plus rapidement que le nombre de tests effectués, c'est le signe que l'épidémie est massive et qu'elle diffuse largement en population. Plus de 20% des tests reviennent positifs. Plus de 22 millions de tests ont été réalisés. Nous constatons que l'épidémie progresse en observant l'indicateur du R, la vitesse de l'épidémie, la pente. Prenons l'exemple du R, qui serait à 1,3. Cela signifie que 100 personnes porteuses du virus vont contaminer 130 personnes. Le nombre de personnes contaminées va ainsi passer à 130, puis à 169, 220, et on a donc doublé en un peu plus de 15 jours. Nous devons freiner tous ensemble la propagation du virus vite et fort. Nous pouvons tous agir sur cette vague épidémique. Il nous faut atteindre les objectifs fixés par le Président de la République, diminuer le nombre de contaminés, autour de 5 000 par jour, réduire le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital ou en soins critiques, obtenir un R inférieur à 1, c'est-à-dire passer de 100 personnes contaminées à 90, puis à 80, et ainsi de suite. Cette évolution épidémique devient sinon rapidement dangereuse pour notre système de soins, qui doit absorber l'afflux massif de malades de la Covid, mais aussi tous les autres patients non Covid. En 24 heures, nous avons accueilli dans nos hôpitaux près de 3 000 nouveaux malades de la Covid. 447 ont été admis en réanimation. Un patient sur 4 qui entre en réanimation ne survivra pas quelques semaines plus tard. Depuis mars, 39 037 personnes sont décédées, 29 000 au cours de la première vague et déjà plus de 8 000 depuis septembre. Nous sommes devant une vague très haute. Plusieurs dizaines de milliers de personnes contaminées chaque jour entraînent encore davantage de contamination en quelques jours. La situation se détériore, chaque jour compte. Nous devons ensemble casser cette cinétique rapide, cette dynamique épidémique, sauf à laisser des millions de personnes se contaminer, tomber malades et souvent gravement. Il revient à chacune et chacun d'entre nous d'agir pour freiner l'épidémie, en appliquant au quotidien les 10 mesures utiles et complémentaires, les gestes barrières, la distance, la réduction des contacts, le fameux 6 personnes maximum à table, en protégeant nos proches les plus fragiles, nos aînés, avec des masques, avec le lavage des mains, d'expliquer aux enfants le port du masque, d'aérer régulièrement tous les locaux et d'activer l'application Tous Anti-Covid. Au moindre doute, si je suis cas contact ou que je présente des symptômes, je fais le test. Je préviens mes contacts et je m'isole strictement et immédiatement. Protégeons-nous et aidons les soignants. Je vous remercie. Merci beaucoup au professeur Salomon qui vient de vous l'expliquer. La situation dans notre pays
Elle est très sérieuse. La deuxième vague n'est donc pas une abstraction, mais elle est là et elle est violente. Face à cela, nous sommes totalement mobilisés depuis des semaines avec un objectif, être capable de soigner toutes les personnes qui doivent bénéficier de soins, qu'elles soient atteintes du coronavirus ou qu'elles souffrent d'autres maladies. Les mesures de protection, les mesures de freinage qui ont été décidées la semaine dernière avec le confinement sont dictées par cette volonté et elles reposent tout entière sur des projections précises et des projections à très court terme. En respectant les règles sanitaires, en respectant les gestes barrières, les Français aident les soignants, les Français aident les patients, les Français aident les Français. J'en viens à la façon dont sont pris en charge les patients. D'abord pour vous dire que sur 100 personnes positives au coronavirus, 90 ne vont pas développer de symptômes, c'est donc une forme asymptomatique, ou alors une forme symptomatique dite légère, avec des symptômes qui peuvent être gênants, mais qui permettent de rester chez soi pendant tout le temps de la maladie et ne nécessitent pas de prise en charge hospitalière. 8% des patients vont développer des formes symptomatiques plus sévères, avec un recours nécessaire à l'hôpital, avec de l'oxygène, avec des besoins en médicaments en surveillance. Ils ne seront pas néanmoins dans des services de réanimation ou de soins critiques, mais seront admis dans des lits d'hospitalisation dits conventionnels. Et enfin, il y a 2% de formes particulièrement graves qui nécessitent des soins très spécifiques dans les services de soins critiques réanimatoires. Dans un certain nombre de cas, vous l'avez dit, professeur Salomon, ces cas peuvent déboucher sur des complications tellement graves qu'elles peuvent entraîner le décès du patient. C'est sur cette dernière catégorie de patients que je souhaiterais m'arrêter quelques instants, sur ces patients qui sont amenés à être hospitalisés dans les services de soins critiques réanimatoires. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on a entendu beaucoup de personnes dire que finalement, si on avait plus de lits de réanimation, on ne se poserait pas la question du confinement et qu'il suffirait d'admettre ces patients en réanimation pour passer la vague. Je voudrais vous expliquer pourquoi il ne suffirait pas de doubler, tripler, quadrupler, quintupler, que sais-je, multiplier par 20 le nombre de lits de réanimation pour que la vie puisse continuer. D'abord parce que la réanimation, c'est tout sauf un acte anodin. Ce n'est pas une situation banale, ce n'est pas un mauvais moment à passer. La réanimation, quand on y entre, on n'est pas sûr de pouvoir en sortir. Dans certains cas, on y décède. Dans d'autres cas, heureusement, on n'y décède pas, mais on peut ressortir extrêmement fatigué avec des séquelles respiratoires, des séquelles cardiovasculaires, musculo-squelettiques, neurologiques et parfois cognitives. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est la réalité et qu'on ne peut pas parler de réanimation avec légèreté, comme s'il s'agissait seulement de capacité d'accueil et de lit. La réanimation, il y a ceux qui l'ont vue et qui savent que c'est un lieu entre deux mondes, et il y a parfois ceux qui en parlent. Hier, dans notre pays, il y avait plus de 4000 patients admis en réanimation pour Covid. C'est beaucoup. Les patients Covid ne sont d'ailleurs pas les seuls à être en réanimation. D'autres sortes de malades peuvent avoir besoin de ces lits. Des malades qui ont été victimes d'un accident de la route, des malades qui ont été opérés ou des malades qui font des complications, un hématome cérébral, un infarctus du myocarde grave. On estime que quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'au moins 2000 à 3000 lits de réanimation pour ces malades qui ne sont pas atteints du coronavirus. Quand on ajoute ces 3000 patients hors Covid avec les plus de 4000 patients atteints de Covid dans nos services de soins critiques réanimatoires, on voit que la pression est déjà très forte, elle est réelle, et à date, il y a plus de 85% des lits qui sont occupés. Alors j'en viens à la question qui se pose. Comment notre système de santé est-il capable de faire face à cela aujourd'hui? Comment sera-t-il capable de faire face à un afflux de malades graves dans les jours et les semaines à venir? Quelles sont les marges de manœuvre dont nous pouvons disposer? C'est tout le travail qui a été anticipé. Pas seulement par le gouvernement, par le ministère, par les agences régionales de santé, mais bien par les soignants et les directeurs d'hôpitaux depuis des semaines et des mois. D'abord, je voudrais le dire, ce sont tous les hôpitaux, publics et privés, qui sont pleinement mobilisés sur tout le territoire. Ils sont capables d'augmenter les capacités d'accueil en réanimation. Cette augmentation de la capacité, elle implique d'abord la mobilisation de lits, de matériel de réanimation, vous le savez désormais, comme des respirateurs, des médicaments de réanimation très spécifiques. Mais surtout la mobilisation de personnel soignant, formé, compétent, pour pouvoir prendre en charge ces malades.
D'autre part, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle une maîtrise du flux de patients admis en réanimation. Et pour cela, nous sommes obligés de faire des déprogrammations de soins. C'est-à-dire que les hôpitaux appellent des patients qui devaient subir une intervention chirurgicale pour leur demander de repousser cette intervention de manière à épargner des blocs opératoires, du personnel de bloc et du personnel de réanimation. Pour parvenir à ces objectifs, je voudrais vous détailler concrètement les leviers qui peuvent être actionnés par les hôpitaux. Donc, je l'ai dit d'abord, la déprogrammation des soins non urgents pour libérer des lits et de la ressource en personnel. Je vais vous donner un exemple, c'est la ville du Puy-en-Velay. À l'hôpital du Puy-en-Velay, 64 lits de chirurgie ont déjà été convertis en lits Covid, armés par les infirmiers du centre hospitalier et bénéficiant d'un renforcement des équipes qui viennent de la clinique privée de la même ville du Puy-en-Velay. Mais entendons-nous bien, on ne protège pas la santé des uns en compromettant celle des autres. La déprogrammation des soins, elle ne saurait être totale. Et on doit limiter cette déprogrammation et la faire très progressivement pour éviter des pertes de chance pour les autres malades. Ainsi, la prise en charge de certains patients devra être préservée. Je pense notamment à la chirurgie pour cancer, à l'activité de greffe, pour les malades qui sont atteints de pathologies chroniques, de maladies chroniques, ou encore en pédiatrie. Je tiens aussi à ce que l'accès aux soins en santé mentale soit préservé dans cette période. Le nombre de lits et de personnel mobilisables est donc capable de s'adapter, mais il reste, in fine, en définitive, limité. Par ailleurs, et j'insiste sur ce point, les autres problèmes de santé ne s'arrêtent pas avec le coronavirus. Il faut impérativement maintenir les consultations pour les Français qui ont besoin de consulter leur médecin. Les cabinets de médecine sont ouverts, les cabinets infirmiers, les pharmacies, les kinés, les dentistes. Toute l'activité libérale continue dans notre pays. Il est indispensable de ne pas interrompre le suivi d'une pathologie chronique ou, lorsqu'on a un doute sur la sévérité de son état de santé, de se rendre, si besoin, aux urgences. Il faut maintenir les consultations programmées chez le pédiatre également, maintenir le calendrier vaccinal de nos enfants à jour. J'ai par ailleurs réactivé l'ensemble des dispositifs dérogatoires qui avaient été mis en place au cours de la première vague en matière de télémédecine. Ainsi, de nombreux professionnels de santé peuvent répondre à leurs patients par téléconsultation, y compris d'ailleurs par consultation téléphonique dans un certain nombre de situations. J'en viens ensuite à la question cruciale, celle du renfort en personnel soignant, parce que sans une grande mobilisation, nous ne pourrons pas augmenter suffisamment nos capacités d'accueil hospitalières. Lors de la première vague, la mobilisation des soignants, vous le savez, elle a été exceptionnelle dans toute la France, et les régions les plus touchées ont pu compter sur le renfort en provenance des régions qui étaient moins touchées. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a déjà près de 12 000 professionnels de santé qui se sont portés volontaires afin de prêter main forte, à la fois dans les EHPAD et à la fois dans les hôpitaux de notre pays. Il est aussi essentiel que les professionnels de santé puissent être formés pour prêter main forte à leurs collègues dans des services à haute technicité comme la réanimation. C'est pourquoi, depuis le printemps, nous avons organisé et réalisé la formation de plus de 7 000 professionnels de santé. 1 500 autres professionnels sont actuellement en cours d'être formés pour pouvoir prêter main forte à leurs collègues. Un exemple territorial, en Normandie, au centre hospitalier de Saint-Lô, ce sont 65 professionnels paramédicaux qui ont été formés aux techniques réanimatoires. C'est un appui considérable et partout où je me rends, dans tous les services de réanimation et de soins critiques, les équipes me disent qu'ils apprécient, qu'ils ont besoin de ce renfort. Les étudiants en santé, en soins infirmiers, en médecine, les professionnels en formation sont également mobilisés pour renforcer les équipes et je tiens à leur rendre un hommage particulier parce que cette crise sanitaire bouscule le déroulement de leur formation. Mais c'est précieux pour les hôpitaux. Les étudiants en soins infirmiers, par exemple, peuvent intervenir en renfort comme aides-soignants, ce qui fait un potentiel total de 8 000 aides-soignants supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Je veux ici leur exprimer toute ma gratitude parce que leur engagement est total. D'ailleurs, les étudiants en médecine et les internes peuvent être affectés à la prise en charge également des patients en Covid et je les en remercie. Si la mobilisation est là, et bien là, elle n'est pas infinie. On ne peut donc pas se dire c'est bon, il y a du renfort, il y a du monde en plus, ça va passer. Ça ne suffit pas. J'en arrive donc à un autre levier que nous pouvons actionner quand la situation l'exige, celui des évacuations sanitaires. Les évacuations sanitaires, elles ont été à nouveau mises en œuvre depuis quelques jours dans notre pays.
Elle vise à donner des marges de manœuvre aux établissements de santé quand le niveau de pression sanitaire dans l'hôpital se fait trop fort. Alors, il y a des transferts qui peuvent être organisés entre hôpitaux au sein d'une même région, mais je vais aussi vous parler des évacuations sanitaires entre différentes régions. C'était, nous nous en souvenons, une image forte de la première vague épidémique. Pour cette deuxième vague, déjà 60 transferts de patients d'une région à une autre ont été réalisés. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est ce jour la région la plus touchée par l'épidémie, a déjà procédé à 43 évacuations sanitaires. 200 nouvelles évacuations sanitaires sont prévues parce qu'il est indispensable de prévenir plutôt que subir, et nous préférons réaliser de premières évacuations lorsque nous pouvons le faire dans des conditions de sécurité maximales. Vous voyez sur votre carte que ce sont les régions de Pays de Loire, de Nouvelle-Aquitaine, les régions également Bretagne, qui ont reçu déjà un certain nombre de patients en provenance des régions plus touchées. Là encore, l'efficacité de ce dispositif peut nous rassurer, mais je rappelle que ce sont des opérations qui sont logistiquement et humainement très lourdes et qui ne peuvent pas être mises en œuvre pour des volumes très importants de malades, mais pour des volumes de patients réduits. Et puis, une évacuation sanitaire ne peut pas être effectuée avec n'importe quel malade. Il faut quand même un patient qui, bien qu'il soit en état grave, soit stabilisé pour supporter le transfert. Au-delà de l'hôpital, c'est tout notre système de santé qui est sur le pont. Ce afin de limiter l'impact de l'épidémie sur l'hôpital et les réanimations. La coordination entre la médecine de ville, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, les établissements accueillant des personnes handicapées et l'hôpital permettent aujourd'hui de mieux prendre en charge les patients Covid qu'au cours de la première vague et finalement de ne recourir à l'hôpital que quand c'est parfaitement nécessaire, voire à la réanimation quand c'est évidemment nécessaire. Je le dis, c'est une vraie différence avec la première vague où la gestion était très hospitalo-centrée et ce pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous savons que chaque composante du système de soins a un rôle entier à jouer pour préserver les services hospitaliers, mais aussi parce que ça ne présente pas de risque pour les malades quand ils présentent des formes peu sévères que d'être suivis en ville par leur médecine de ville, par leur infirmière, et c'est important de pouvoir le souligner. La médecine de ville peut être mise à contribution d'ailleurs, y compris pour des situations où il y aurait des besoins faibles en oxygène pour des patients qui auraient des formes symptomatiques. Il est très important que chacun puisse savoir quel rôle il a à tenir dans le dispositif de soins pour les malades, et des recommandations sont actuellement en train d'être finalisées en lien entre la Haute Autorité de Santé et les sociétés savantes, et qui seront bientôt, très prochainement, distribuées très largement à l'ensemble des acteurs de la médecine de ville, qui pourront ainsi s'appuyer sur ces recommandations en termes de prise en charge, de traitement, et de savoir quand transférer un patient à l'hôpital. Ce travail concret entre la médecine de ville et l'hôpital, il vous sera détaillé par l'exemple dans quelques minutes avec le docteur Édouard Deveau du centre hospitalier de Pontoise, médecin interniste, et le docteur Michel Beau, médecin généraliste à Deuil-la-Barre. Mesdames, Messieurs, pour faire face à une reprise épidémique très forte, les capacités de réanimation, vous le voyez, sont mobilisées, préparées, augmentées au fur et à mesure que les besoins arrivent. Il ne servirait à rien aujourd'hui de déprogrammer la totalité des soins sur tout le territoire pour monter directement à 10 000 lits ou plus de réanimation. En réalité, l'hôpital s'adapte au fur et à mesure que les besoins augmentent, de manière à ne déprogrammer les soins que lorsque c'est devenu véritablement indispensable. Pour rappel, nous avions dans notre pays quelques 5 000 lits de réanimation. Nous avons augmenté à l'issue de la première vague de façon constante de 15% le nombre de lits de réanimation pour monter à un peu plus de 5 800 lits de réa armés équipés. Au 30 octobre, les réanimations ont augmenté leur capacité progressivement. Elles étaient à 6 500 lits. L'augmentation est toujours en cours. Elle se fera, je le redis, progressivement en fonction des besoins exprimés, avec pour objectif d'être capable d'atteindre ce que nous avions réalisé le 15 avril dernier. Il y avait eu 10 700 lits de réanimation équipés armés, mais on sait que les efforts étaient très importants pour y arriver. Par ailleurs, on fait ce qu'on appelle une dilatation de l'ensemble des structures hospitalières, des soins intensifs, des soins critiques, des soins continus, des lits de médecine conventionnelle, des lits de rééducation et de réadaptation, pour pouvoir augmenter encore ces capacités au-delà et être capable d'accueillir des patients qui présenteraient des formes sévères avec des besoins en oxygène, parfois en dehors des lits de réanimation, mais dans des conditions de sécurité sanitaire et de qualité des soins garantis. J'en viens maintenant à l'impact de l'épidémie sur notre système de soins.
Finalement, qu'est-ce qui se serait passé si nous n'avions pas pris des décisions? D'abord, de fermer les établissements recevant du public, de limiter les grands rassemblements, de demander aux Français de faire encore plus d'efforts dans le respect des gestes barrières, de limiter eux-mêmes leurs réunions, y compris dans la sphère privée. Que se serait-il passé si nous n'avions pas fermé les bars, les restaurants dans les métropoles où le virus circulait le plus? Que se serait-il passé si nous n'avions pas instauré un couvre-feu dans notre pays et finalement mis en place ce nouveau confinement? Nous ne sommes pas dans des projections vagues, nous appuyons en permanence sur des modélisations, les modélisations de l'Institut Pasteur que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Si nous n'avions rien fait, il y aurait eu, à la mi-novembre, dans quelques jours, quelques 9000 malades atteints du coronavirus dans les réanimations françaises. Ça aurait été une situation, je le dis, catastrophique pour nos hôpitaux et pour les malades. Je précise que ces courbes ne prennent en compte que les patients Covid. Donc il faut ajouter aux courbes que vous avez tous les patients qui sont de toute façon en réanimation pour d'autres raisons que le coronavirus. Concrètement, dès le 11 novembre, vous le voyez, toutes les réanimations de nos hôpitaux auraient été saturées et la deuxième vague aurait été très clairement beaucoup plus forte que la première en termes d'impact sanitaire. Je vais faire un focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région la plus touchée, je le disais, par la deuxième vague. Je ne vise pas du tout à la stigmatiser, d'autant que c'est ma propre région, mais parce que c'est la région la plus touchée aujourd'hui. À la mi-novembre, s'il n'y avait pas eu ces mesures mises en place, à la mi-novembre, il y aurait eu 2 fois plus de patients atteints de Covid en réanimation que la capacité maximale de la réanimation de toute cette région. Ce n'était pas soutenable et il fallait à tout prix l'éviter. Si le confinement est bien observé, que se passera-t-il? Si le confinement est bien observé, Jérôme Salomon l'a dit, le virus circulera moins, nous serons capables de réduire progressivement cette circulation et, comme nous l'avions fait au printemps dernier, de réduire le nombre de nouvelles contaminations et de baisser la charge sanitaire. Vous le voyez sur la courbe, à la mi-novembre, le nombre de patients Covid atteindrait alors un pic d'environ 6000 patients Covid en réanimation. 6000 patients, c'est beaucoup quand même, auxquels il faut ajouter les 3000 malades non Covid, je le répète, ce qui veut dire que nous aurions quand même une pression très forte sur l'ensemble de notre système hospitalier. La vague serait donc très forte, mais elle serait moins intense que la première vague. Encore une fois, ça demande un strict respect des règles de confinement, de l'application des règles sanitaires et des gestes barrières. La durée des règles et la durée des restrictions dépend donc en très très grande partie de nous et de notre capacité à être solidaires et à tenir bon. Plus nous serons rigoureux, moins le confinement sera long. Même en respectant scrupuleusement ces règles sanitaires, dans l'hypothèse d'un R à 0,9, c'est-à-dire où le confinement serait bien respecté, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait connaître une saturation de ses capacités de réanimation, et c'est pour cela que nous procédons sans attendre à des évacuations sanitaires vers d'autres régions. A contrario, si nous ne respectons pas suffisamment le confinement, si le virus continue à circuler sur le rythme qui est le sien actuellement, avec un R estimé environ à 1,2, alors nous connaîtrons un risque fort de saturation au niveau national dès la mi-novembre, avec plus de 7000 patients atteints de Covid en réanimation, c'est-à-dire plus de 70% de la capacité maximale de nos réa, juste avec des patients atteints de Covid. Cette deuxième vague serait donc plus haute que la première, elle serait plus longue que la première, avec un nombre croissant et une probable stabilisation à un niveau élevé de patients en réanimation, et ce, au moins jusqu'à la mi-décembre. Toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation serait encore plus que problématique, avec une saturation dès les prochains jours des réa et un pic à 1700 patients Covid en réanimation réanimatoire sur cette région, en hospitalisation réanimatoire sur cette région, pour une capacité maximale d'environ 1000 lits. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous devons respecter le confinement, nous devons respecter les règles sanitaires et être extrêmement attentifs. Voilà où nous en sommes, en toute transparence. La situation, elle est tendue, c'est rien de le dire, et nous devons tenir, et nous allons tenir, parce que nous l'avons déjà fait. C'est pour ça que nous nous battons au quotidien, pour que les efforts acceptés par les Français soient le plus efficaces possible, ce afin de bloquer la circulation du virus. Je suis, je le disais tout à l'heure, entouré de 2 médecins, un médecin hospitalier, médecin interniste spécialiste en maladies infectieuses à Pontoise, et un médecin de ville, un médecin généraliste, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien l'ensemble du système de soins qui est mobilisé pour lutter contre l'épidémie,
Je vais leur passer la parole et ils vont vous présenter par l'exemple ce qu'ils sont capables de mobiliser sur leur territoire pour améliorer la coordination des soins entre la ville et l'hôpital et changer la façon finalement de soigner les malades du Covid, autant que c'est possible de le faire pour les formes moins graves de coronavirus. Je vais passer d'abord la parole au docteur Beau, médecin généraliste, qui va venir vous présenter tout ça. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a une grande différence entre ce qui s'était passé pendant cette première vague et ce qui se passe dans cette deuxième vague. Dans cette première vague, on ne connaissait pas bien, personne ne connaissait, pas plus les médecins généralistes évidemment que les médecins hospitaliers, le fonctionnement de ce virus et évidemment les conséquences qu'il pouvait avoir à différentes phases de l'évolution de la maladie. Et là, la grande différence, c'est que maintenant, on sait beaucoup mieux, pour pas dire parfaitement, les effets que va avoir un virus qui est devenu quand même très prévisible, qui n'a pas évolué, dont les conséquences seront toujours les mêmes. Et c'est vrai que ça change tout. Ça change tout parce que il est important que la médecine de ville, qui aura un rôle important, beaucoup plus important à jouer que dans la première vague, puisse être efficace pour pouvoir prendre en charge correctement les patients, notamment les patients qui ont des facteurs de risque particuliers, notamment les patients âgés et les patients qui vont présenter des formes graves. On sait déjà que selon le début d'entrée dans la maladie, on peut déjà prévoir ce qui va se passer dans les phases secondaires et notamment dans la phase inflammatoire, la troisième phase. Et donc c'est pour ça qu'il est très important que les médecins de ville soient organisés de façon à prendre en charge de façon plus efficiente possible les patients et de façon à ce que si un patient doit être hospitalisé, il le soit dans les meilleures conditions et au bon moment. D'où l'intérêt d'une prise en charge qui se fasse du début à la fin des patients et qu'aucun patient notamment tous ces patients à risque, aucun de ces patients quitte les radars, qu'aucun patient ne soit pas sous surveillance par ce système de médecine de ville. Alors, sur un territoire, à Deuil-la-Barre, comme vous le disiez tout à l'heure, on a organisé sur 4 communes, Deuil-la-Barre, Enghien, Montmorency et Montmagny, une prise en charge qu'on a voulu territoriale, avec des partenaires évidemment multiples, et notamment les partenaires des collectivités territoriales, les mairies, qui mettent à disposition évidemment un certain nombre de personnels pour pouvoir justement favoriser et aider à ce suivi. Tout ça se fait en partenariat évidemment avec l'ARS et nous avons un objectif de vraiment suivre le patient du début à la fin. Et donc je vais vous l'expliquer clairement le cheminement, c'est-à-dire que on a sur ce territoire un ensemble de centres de prélèvement. Dans chaque centre de prélèvement, tous les patients qui vont venir, et notamment ceux dont on parlait, ceux qui sont à risque, seront pris en charge directement. C'est-à-dire que d'emblée, ils vont rentrer dans une application numérique qui permettra d'avoir un suivi interactif. Ils seront ensuite prélevés par des infirmières qui feront le test de PCR et qui rentreront toutes les données médicales de ces patients. Et ce patient donc rentrera dans un suivi interactif dès le début de sa pathologie jusqu'au 14e jour, qui est à peu près le jour où on peut penser qu'il n'y aura plus trop de problèmes. Et ça, c'est une organisation qu'on a mis en place et qui se fait donc avec une cellule d'appui à la coordination qui s'appelle le DAC, qui existe sur tous les territoires, mais notamment le nôtre, et avec donc des professionnels qui vont suivre évidemment sur cette application numérique l'évolution des différentes pathologies et qui vont pouvoir faire aussi en appui avec les fonctionnaires territoriaux du rappel de patients, du suivi de tous ces patients, de façon à les suivre à la fois sur le plan médical, voire sur le plan social. Ça implique que, à certains moments de cette évolution, on pourra faire appel des cellules d'intervention mobile, on va rester sur quelque chose de simple, qui sont constituées d'infirmières et de médecins, qui sont donc un groupe qu'on a constitué et qui, en partenariat avec les médecins hospitaliers, que ce soit les infectiologues ou les réanimateurs, en étant formés justement à ces pratiques, en étant mieux formés à la prise en charge de ces patients, donc dans cette deuxième vague, pourront, alors pour les infirmières évidemment, surveiller l'évolution de la maladie quand ils seront alertés par la cellule de suivi, parce qu'un patient va se dégrader ou qu'il va aller moins bien, et faire intervenir évidemment des médecins qui pourront entreprendre
déjà des soins qui sont devenus maintenant possibles et qui ne l'étaient pas évidemment pendant cette première phase. On en reparlera tout à l'heure, mais ça peut être évidemment, ça vous le savez bien, les mises sous anticoagulants, les héparines de bas poids moléculaires, l'oxygène, les corticoïdes, en fait un certain nombre de choses. Tout ça nécessite évidemment des partenariats, de l'aide du territoire, des liens directs avec l'hôpital, des liens constants avec l'hôpital, à la fois quand on a à suivre l'évolution d'une pathologie, à savoir si c'est le bon moment de faire telle ou telle thérapeutique, et de savoir quelle est l'évolution du patient, comment il faut assurer son suivi au niveau de son domicile, ou s'il faut l'hospitaliser. Donc de faire en sorte que les prises en charge sur un territoire soient beaucoup plus pertinentes, soient beaucoup plus apaisées, de façon à ce que chaque patient soit vraiment suivi et qu'on intervienne toujours au bon moment et toujours avec les solutions les plus pertinentes de traitement. Ça demande une implication des professionnels de santé qui le sont sans problème. Les médecins et les infirmiers sont vraiment très impliqués depuis le début dans cette démarche de soins. Et je dirais même qu'ils sont enthousiastes à l'idée de pouvoir maintenant travailler autrement, de façon plus efficace et de façon beaucoup plus partenariale avec l'hôpital, de façon à assurer le meilleur suivi du début à la fin de chacun des patients. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Je passe la parole au docteur Deveau, qui est médecin hospitalier à l'hôpital de Pontoise. Merci, monsieur le ministre. Michel. Je vais revenir un tout petit peu sur la première vague, si vous le voulez bien. Il n'a échappé à personne que nous avons eu à gérer un événement sanitaire absolument inconnu, d'un virus que nous ne connaissions pas l'année dernière et qui nous a posé beaucoup de problèmes. Néanmoins, j'ai été surpris et très agréablement surpris de voir à quelle vitesse nous avons agrégé la connaissance à l'intérieur des hôpitaux, dans toutes les organisations qui ont participé à la lutte contre le virus, pour venir à bout finalement de cette première vague. L'été allant, les connaissances se sont consolidées et aujourd'hui, ce qui nous apparaissait comme quelque chose de douteux auparavant, des molécules qui étaient à l'essai, sont aujourd'hui confirmées ou infirmées dans leur utilité. Et nous avons les moyens à présent d'avoir des parcours de soins pour les malades atteints de Covid-19 beaucoup plus sécurisés que pendant la première vague. C'est une donnée très importante parce que, comme nous l'avons vu, les chiffres montrent que cette seconde vague, elle a une ampleur qui est probablement beaucoup plus importante que la première. Elle atteint tout le territoire, elle concerne beaucoup plus de gens, et vous le savez, monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, 90% des gens qui sont atteints de cette maladie vont le faire sur un mode assez bénin. Le virus aura peu d'impact sur eux, néanmoins, ça ne les dispense pas d'être soignés, d'être pris en charge, d'être rassurés et d'être conduits dans l'ensemble de l'évolution de leur maladie. La connaissance qu'on a acquise à l'hôpital pendant la première vague a été un petit peu, néanmoins, un peu séquestrée, je vais dire, à l'intérieur des hôpitaux. Et il m'a paru très important, voire fondamental, qu'elle soit complètement redistribuée à tous les acteurs de soins, à tous les acteurs de santé des territoires, afin que nous puissions avoir une prise en charge faite sur ces territoires, parce que j'appellerais, moi, une équipe sanitaire territoriale. Ça dépasse l'hôpital, ça va bien au-delà. Ce sont tous les acteurs de soins qui se mettent ensemble sur une prise en charge complètement coordonnée et complètement sécurisée pour les malades. C'est ça qui est important. Le tout hôpital, ça n'est pas possible. Et monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure en évoquant la réanimation. Entrer dans une réanimation, être soigné dans une réanimation peut être un événement extrêmement traumatisant. On peut presque décliner ce raisonnement à l'hôpital dans son intégralité. Être hospitalisé, ça n'est jamais anodin. Ça peut être un événement porteur de risque. On a tendance à penser que l'hôpital, tout est bien, mais néanmoins, c'est un milieu où il y a du risque. Et c'est un milieu où, ne serait-ce qu'y rester, privé de la visite des siens, dans un milieu où l'angoisse est importante parce qu'on est malade, il peut être difficile d'y rester et cela peut être traumatisant, comme je l'ai dit il y a quelques secondes.
Pour cela, nous devons faire appel donc à tous les acteurs de santé du territoire pour partager la prise en charge coordonnée de tous les malades atteints de Covid-19, parce que justement, éviter l'hôpital, c'est dans la majeure partie des cas, puisque dans la majeure partie des cas, la prise en charge ne relèvera pas de l'hôpital. Cette prise en charge pourra se faire de façon plus sereine. Alors, jusqu'où on peut aller aujourd'hui dans la ville ? Dès lors que la connaissance est redistribuée, qu'on encadre la prise en charge dans des protocoles qui sont parfaitement sécuritaires, parce que l'on maîtrise aujourd'hui mieux les thérapeutiques, et notamment un grand trépied qu'a évoqué Michel, qui est la prévention des complications retardées de la Covid-19 avec une anticoagulation lorsque elle est définie, avec de l'oxygène qui, avant, pendant la première vague, conditionnait une hospitalisation certaine, et puis maintenant, quelques traitements qui sont dans cette phase où il y a probablement une aggravation et où les malades sont oxygénodépendants, on peut parfois s'affranchir de l'hospitalisation. Et puis aussi, sur un séjour hospitalier, pour le rendre le plus court possible et le moins traumatisant possible, permettre à nos collègues de la ville, en parfaite coordination avec les acteurs de l'hôpital, de permettre aux patients un retour plus précoce à leur domicile et la fin de la prise en charge de la Covid-19 depuis le domicile. Parce que vous le savez probablement, certains malades vont rester dépendants de l'oxygène, vont avoir besoin de réhabilitation, vont avoir besoin de soins nutritionnels. Et tout cela, ça peut se faire très facilement en ville, dès lors que les soins sont coordonnés. Et donc nous avons ensemble construit sur notre territoire un protocole de coordination ville-hôpital parfaitement concret, actif dès à présent, et nous vous quitterons tout à l'heure pour rejoindre l'hôpital de Pontoise parce que nous avons une grande conférence de formation à 20h30 jusqu'à 22h30 sur la coordination ville-hôpital Covid-19 entre la médecine de ville et les médecins hospitaliers. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Dr Deveau, pour ces explications très claires. Et j'ajoute que je crois que votre séminaire, qui sera en distanciel tout à l'heure, regroupe pas loin de 1000 médecins, ce que vous me disiez tout à l'heure. Non, c'est important d'avoir ce point d'explication sur la coopération entre la ville et l'hôpital, sur les façons de traiter. Alors, je le dis tout de suite, parce que vous avez entendu des noms de médicaments tels que anticoagulants ou dérivés de la cortisone. Ce sont des médicaments qui sont évidemment prescrits par les médecins dans certaines situations qui l'exigent, et notamment lorsqu'il y a des besoins d'oxygène. Tout cela fait l'objet de recommandations de la part des sociétés savantes et de la part des experts qui seront partagés avec l'ensemble des médecins de la ville et de l'hôpital de manière à guider chacun dans le parcours de soins des malades. Je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous faites sur le territoire, sur votre territoire. Et j'en profite pour saluer l'action remarquable de l'ensemble des soignants, en ville comme à l'hôpital, qui sont dévoués jour et nuit, vous le savez, pour soigner, pour sauver des vies. Et on leur doit énormément. Pour conclure, vous dire que face à l'amertume, face à la fatigue, face à une lassitude qui est légitime, face au défaitisme, nous devons nous ressaisir et nous devons continuer à nous battre. Les jours et les semaines qui viennent, vous l'avez vu, seront difficiles sur le plan sanitaire. Notre système de santé est organisé pour pouvoir y faire face dans les meilleures conditions possibles. Il faut le dire, et je vous le dis, nous devons tenir et nous allons tenir. Je vous remercie. Je vais prendre des questions. Nous passons aux questions des internautes, d'abord. Donc, la première question de Christophe. Les EHPAD sont de plus en plus touchés. Que faites-vous pour les aider ? C'est vrai que les établissements qui reçoivent des personnes âgées, les EHPAD, sont de plus en plus touchés. Il y a, je crois, aujourd'hui 15% des EHPAD qui ont déclaré au moins un cas de coronavirus. Et on sait que dans les EHPAD, les personnes sont particulièrement fragiles et qu'il y a un grand nombre de décès qui peut y être observé. C'était le cas pendant la première vague. C'est pourquoi nous avons mis en place des protocoles sanitaires depuis la première vague qui ont été réadaptés constamment en coopération avec les directeurs des EHPAD et les équipes soignantes. Et ces protocoles permettent de garantir à la fois, je dirais, la protection des personnes et à la fois de se prémunir du risque d'isolement. C'est pourquoi les visites sont autorisées, mais en respectant bien le protocole sanitaire toujours, et des décisions locales peuvent être prises lorsque la situation est en échappement. Par ailleurs, vous donnez quelques exemples d'actions qui sont menées en ce moment. Une vaste campagne de dépistage
par des tests antigéniques rapides est en cours. 650 000 tests antigéniques sont déployés dans les EHPAD de tout le pays. Et un autre exemple, je le disais tout à l'heure, plusieurs milliers de soignants sont venus prêter main forte aux équipes dans les EHPAD dans la période. Une question de Julie. J'ai entendu dire que les tests antigéniques, c'était plus rapide que les tests PCR. Pourquoi on ne les déploie pas? Et on les déploie. Les tests antigéniques, on a commencé à les déployer, ça fait plusieurs semaines. C'est un déploiement qui se fait progressivement, qui va devenir petit à petit de plus en plus visible. Les tests antigéniques ne remplaceront pas les tests PCR. Les tests antigéniques, ils ont deux grands intérêts. D'abord, dans ce qu'on appelle le dépistage en population. Mettons que vous décidiez de dépister une université. Eh bien, vous allez déployer là-bas des tests antigéniques chez des gens qui n'ont pas de symptômes, et vous allez identifier un certain nombre de personnes qui seront peut-être contaminées par le Covid et qui ne le savaient pas. La deuxième grande indication, c'est le diagnostic individuel. Celui-ci, il est réservé pour les patients âgés de moins de 65 ans et qui ont des symptômes. Et là, ils peuvent désormais bénéficier de tests antigéniques. C'est vrai que le résultat est très rapide, 15-20 minutes. Et les pharmaciens d'officine ont commencé à en acheter, son équipe, et commencent à en réaliser. À Paris, certaines le font déjà, et ça va monter en puissance très vite, vous verrez. Les médecins également, mais également les infirmiers libéraux font des tests antigéniques. Donc c'est un complément. Ça ne remplacera pas les 2 millions de tests que nous faisons chaque semaine, mais ça viendra en plus du reste pour nous aider dans notre stratégie. Et une question pour Karim. Je vois beaucoup de personnes dans la rue. Le confinement n'est-il pas trop souple? Vous voyez plus de gens dans la rue que lors du confinement au printemps dernier. C'est un fait, mais il y a plusieurs raisons à cela. Vous emmenez vos enfants à l'école, vous allez les chercher à l'école et vous allez au travail. Ce sont les deux grandes différences par rapport au premier confinement et ça explique que vous puissiez croiser un peu plus de monde aux heures de pointe. Moi, je crois intimement que le confinement, il est respecté par les Français. Un, parce qu'ils ont compris l'intérêt de le faire et ils ont compris qu'en respectant le confinement, ils pourraient sauver des vies et on pourrait retrouver plus rapidement une vie plus normale que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a des signes qui ne trompent pas. La réduction très importante du trafic RATP, par exemple, de la fréquentation du trafic RATP, dès le premier jour, elle était tombée à 50 et même à 25% à certaines heures de la fréquentation normale. On voit également des signes de fréquentation des routes qui montrent que les gens prennent moins leur voiture, il y a beaucoup moins de déplacements. Et donc on retrouve là une dynamique qu'on avait pu connaître lors du premier confinement. Mais votre question, Karim, me permet de rappeler chacun à l'esprit de responsabilité qui doit primer dans la période que nous connaissons. On passe aux questions des journalistes. Bonjour, Bastien Auger, TF1 LCI. Vous dites nous devons nous ressaisir. Est-ce que, alors vous avez un petit peu évoqué ce point, mais est-ce que ça veut dire, sans accabler les Français, qu'il y a des points sur lesquels on peut s'améliorer? Est-ce qu'il y a des mesures plus restrictives qui peuvent être envisagées, notamment le fameux couvre-feu à partir de 21h dans certaines villes dont parlait le porte-parole du gouvernement? Est-ce que c'est une option qui est encore sur la table et qui va être mise en œuvre dans certaines villes? Puis j'ajoute par exemple sur le cas des établissements scolaires, on a vu cette semaine par exemple que des lycéens se plaignaient du fait que les protocoles sanitaires n'étaient pas respectés, qu'à Marseille par exemple des personnels de la ville se mettaient en grève parce qu'ils disaient que les protocoles sanitaires étaient trop durs à respecter. Est-ce qu'il faut changer les règles par exemple pour les établissements scolaires, voire en fermer certains? Merci. Alors quand j'ai dit nous devons nous ressaisir, ça ne veut pas dire que je considère que les Français ne se sont pas saisis du problème et de l'enjeu. Ça veut dire que le confinement est une mesure qui est difficile, qui emporte beaucoup de contraintes dans notre quotidien, et que ce que j'ai dit tout à l'heure, plus nous le respectons, moins longtemps ça durera et plus ce sera efficace. Donc, toutes les petites hésitations que les uns et les autres peuvent avoir au quotidien, peut-être aller voir le copain, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'apéro, finalement j'ai quasiment pas bougé cette semaine, ou bon, allez, on peut manger à 15 dans la salle, c'est pas grave, on ouvrira les fenêtres. Toutes ces genres de situations qui peuvent se poser à nous et qui sont foncièrement humaines, eh bien, elles prolongent la durée du confinement et elles réduisent son impact. C'est ça que je voulais dire. Sur ce que vous appelez un couvre-feu, le préfet de police de Paris a effectivement, comme l'avait dit d'ailleurs le porte-parole, saisi les autorités en vue de concerter pour fermer un certain nombre de commerces qui font de la vente à emporter, d'alcool et alimentaire la nuit, considérant et ayant observé qu'il y avait là des attroupements qui n'étaient pas de nature à favoriser le respect du confinement. Et donc la maire de Paris d'ailleurs a eu l'occasion de s'exprimer ce matin pour confirmer cela, qu'à partir de 22h à Paris, eh bien, il y a des fermetures, des lieux de distribution à emporter, alimentaires et de distribution et de points de distribution d'alcool. Ça concerne aussi les péniches, j'ai vu dans l'arrêté du préfet qui est paru, donc les choses sont très claires. Sur la question de l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et l'ensemble du personnel pédagogique a mis en place un protocole sanitaire qui est nécessaire.
qui est nécessaire et qui permet de limiter toutes les situations à risque. Nous avons même renforcé ce protocole, vous l'avez vu, avec le port du masque recommandé par la Société française de pédiatrie chez les petits dès l'âge de 6 ans. Eh oui, mais c'est recommandé parce que quand le virus circule beaucoup, ça peut freiner davantage la circulation du virus. Nous voulons pérenniser l'éducation, c'est sanctuarisé dans notre pays, c'est fondamental. L'OMS d'ailleurs a fait une recommandation aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, appelant à maintenir les écoles et les établissements scolaires ouverts. À chaque fois qu'il a lieu de se poser des questions face au constat de situation qui serait problématique, eh bien les rectorats sont mobilisés et le ministre de l'Éducation nationale également. Monsieur le ministre, Raphaël Bartet pour Pharma Radio, vous avez beaucoup parlé d'interprofessionnalité ce soir. Le maillage territorial des pharmacies est très dense. Vont-ils être associés à cette pluriprofessionnalité et à ces plans dont il a été question? Et deuxième question, on a aussi parlé des tests antigéniques. Aujourd'hui, près un pharmacien sur deux hésite à les faire, manque de temps, manque de matériel. Comment peuvent-ils être davantage incités, encouragés? Moi, je travaille beaucoup avec l'Ordre des pharmaciens qui fait un boulot remarquable depuis le début de la première vague. Ils ont été indispensables pour distribuer les matériels de protection, notamment les masques, vous le savez. C'était des points ressources sur le territoire, justement parce qu'ils ont un très fort maillage territorial et offrent un service en proximité pour les Français. Je les remercie à nouveau pour leur mobilisation aujourd'hui. Alors, ils sont mobilisés pour les vaccins contre la grippe. Ils sont mobilisés avec les tests antigéniques. Nous avons mis en place des conditions qui les incitent à le faire. Ils peuvent commander ces tests antigéniques. Et moi, je suis convaincu qu'un très grand nombre de pharmaciens participeront à cet effort de guerre à travers ce dépistage massif. Oui, bonjour. Julia Vanès pour BFM TV. Alors après votre déplacement il y a quelques jours dans un hôpital à Corbeil, excusez-moi, je remets bien mon masque. Vous avez eu un coup de sang à l'Assemblée nationale. Vous avez expliqué notamment que la situation était très grave. Est-ce que plusieurs jours après, vous regrettez cette forme d'emportement que vous avez eu devant les députés? Et on voit, vous l'avez expliqué, que les chiffres sont très mauvais. Est-ce que vous donnez en quelque sorte de nouvelles recommandations pour les Français, notamment dans la sphère privée, personnes âgées par exemple, qui sont une population à risque qui continue quand même d'aller faire leurs courses, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles recommandations? Je vous dirais, comme on me l'a appris quand j'étais plus jeune, qu'on n'a jamais raison de perdre son calme, même s'il peut y avoir des raisons de le perdre. La situation à laquelle vous faites allusion, nous étions avec Jean Castex, le Premier ministre, dans un déplacement dans un hôpital, et je suis revenu dans l'hémicycle pour rendre compte à la représentation nationale, par l'exemple, des situations telles qu'elles sont vécues et décrites par nos soignants, mais aussi par les malades et les familles des malades au quotidien. Il y avait beaucoup de bruit dans l'hémicycle, ça arrive, on n'entend pas sur les vidéos de retransmission, mais je peux vous garantir que pour entendre sa propre voix, ça peut être compliqué. Et en l'occurrence, quand j'ai abordé la question d'un jeune patient âgé de 28 ans en réanimation, on a le droit d'être marqué quand on sort d'une chambre de réanimation. Après cela, un député, pas très loin, s'est mis à crier « il va nous faire pleurer ». Voilà, j'ai perdu mon calme, je me suis emporté, ça arrive. Je n'ai jamais eu la volonté de demander à la représentation nationale, j'ai été, vous savez, parlementaire pendant longtemps, de sortir de l'hémicycle, mais je m'adressais plutôt à la personne c'est dans le compte-rendu du débat parlementaire. Sur la question que vous posez des recommandations et des nouvelles recommandations dans la sphère privée, il n'y a pas de nouvelles recommandations. Les recommandations, elles sont déjà compliquées à respecter tout au long de la journée et tout au long de la nuit. C'est faire très attention. Attention à soi, attention à ses proches, encore plus attention quand on est avec des personnes potentiellement fragiles, ne pas connaître ce petit moment de relâchement qui peut faire basculer des vies, et être attentif. Jérôme Salomon l'a rappelé, la règle des 6 à table, l'aération de son logement, le port du masque quand on le peut en toute situation, tout cela fait partie des recommandations à suivre au quotidien. Bonjour Monsieur le Ministre, Florent Tardif pour CNews Canal+. On sait que l'adhésion de la population, vous en avez parlé lors de cette conférence de presse, est important dans la lutte contre cette épidémie. Le Conseil scientifique, plusieurs fois dans des avis qu'il a rendus, qu'il vous a communiqués d'ailleurs, vous recommande de vous appuyer sur une vision issue de la société civile et non pas seulement sur les orientations données par les experts pour éclairer ces décisions. Est-ce que vous allez mettre en place, oui ou non, ce conseil scientifique dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être prochains mois? Merci. Alors, le conseil scientifique n'appelle pas à avoir un conseil scientifique citoyen.
Il appelle à respecter ce qu'on appelle la démocratie sanitaire dans notre pays. C'était la belle loi de Bernard Kouchner, illustre prédécesseur, c'était la loi du 4 mars 2002 qui créait les droits des usagers, transformant les patients en usagers du système de santé à part entière. J'y suis très attaché à la démocratie sanitaire et je connais bien cette loi. Et donc, nous faisons en sorte que dans tous les territoires où des cellules de coordination sont mises en place, associant la ville et l'hôpital, tous les professionnels de santé, il y ait des représentants des usagers au plus proche des territoires pour que puisse être écoutée la voix des usagers, mais qu'il puisse également y avoir des mécanismes de compréhension qui soient partagés. Et par ailleurs, je travaille en lien étroit avec les associations des usagers des différentes maladies, notamment France Asso Santé, que j'ai réuni la semaine dernière encore en visioconférence pour discuter avec eux, les informer des mesures qui seraient prises, et nous échangeons très régulièrement ensemble. Donc ce système a été mis en place et le Conseil scientifique avait raison de le souligner. Monsieur le ministre, Bertrand Villeray pour Consulting Newsline. L'IHU de Marseille a demandé une RTU auprès de la NSM pour l'hydroxychloroquine, molécule qui a vraiment démontré son efficacité, alors que les médecins de ville vont rentrer en jeu dans cette deuxième phase. Est-ce qu'on peut avoir une décision définitive qui serait faite par le ministère, sachant que depuis le Lancet Gate, on n'a pas eu vraiment de décision précise pour les médecins qui veulent utiliser cette molécule? Je vous remercie pour cette question pas du tout orientée, qui n'a pas du tout fait bondir les médecins qui sont à côté de moi, en vous entendant dire que le traitement avait prouvé son efficacité. Hélas, monsieur, le traitement n'a pas démontré son efficacité dans aucune étude internationale et aucun pays ne le recommande en pratique courante. Ce qui se passe, c'est que un institut ou un hôpital ou un professionnel de santé a le droit de demander ce qu'on appelle une utilisation dérogatoire pour un médicament visant non pas à traiter un patient, mais tout un groupe ou une cohorte de patients pour une indication. L'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est composée de professionnels de santé indépendants, a déterminé que les conditions n'étaient pas réunies permettant d'accorder cela, considérant que la revue de littérature internationale, et pas le papier du Lancet auquel vous faites allusion, mais l'ensemble de ce qu'on appelle les méta-analyses de revues de littérature, ne permettait pas non seulement de considérer que le traitement était très efficace, comme vous l'avez suggéré, mais qu'en plus, il pouvait présenter, dans certaines situations, un surrisque pour la santé des patients. La NSM a donc refusé d'accorder cette autorisation. C'est pas le ministre, c'est l'Agence du médicament. Mais je pense qu'elle a eu raison vu les données de la science. Et néanmoins, l'équipe en question a demandé au laboratoire de lui fournir directement ces médicaments. Et le laboratoire n'a pas accepté de lui fournir ces médicaments pour plusieurs raisons. D'abord, considérant que les conditions scientifiques n'étaient pas réunies. À nouveau, c'est pas le ministre, c'est le laboratoire producteur lui-même. Mais également parce que dans le droit, si un médecin est libre de prescrire le traitement qu'il souhaite à un patient, eh bien, il engage sa responsabilité, mais il engage aussi celle du laboratoire qui a fourni le médicament si c'est fait hors indication. Nous prenons les deux dernières questions. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Olivier Lascar de Sciences et Avenir. Vous avez parlé du redoutable, du dramatique engorgement qu'on constate au niveau des hôpitaux. Est-ce que vous prévoyez déjà à ce moment l'instauration d'hôpitaux de campagne qui pourraient être mis en place par l'armée? Et à cet égard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'opération Résilience? Est-ce qu'elle a toujours cours? Est-ce que l'armée est toujours là pour aider les personnels de santé dans la crise qu'on connaît actuellement? Je vous remercie de poser cette question. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais le service de santé des armées est mobilisé depuis le premier jour dans l'épidémie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pris de vacances puisqu'ils ont été mobilisés en Guyane quand ça a été nécessaire, dans les Antilles lorsque c'était nécessaire. Et là, actuellement, l'hôpital militaire auquel vous faites allusion, il est en cours de déplacement, de déploiement pour la Polynésie française. Les places de réanimation sont peu nombreuses en Polynésie française, qui fait face à une diffusion importante du virus, avec très peu de possibilités de faire des évacuations sanitaires, comme vous pouvez l'imaginer. Donc le service de santé et l'hôpital de campagne est mobilisé à cette destination, et je remercie Florence Parly, la ministre des Armées, qui s'est mobilisée pour cela. Néanmoins, vous avez raison de le souligner, il y a des médecins, des soignants du service de santé des armées qui sont dans vos hôpitaux sans que parfois vous vous en rendiez compte et qui prêtent main forte aux équipes et d'ailleurs qui soignent. Il y a certains hôpitaux militaires en France qui acceptent des patients Covid comme n'importe quel hôpital le ferait. Bonsoir Monsieur le Ministre, Khadija Darrezik, journaliste pour France Télévisions. Vous l'avez évoqué, la reproduction épidémique est forte. Vous avez déployé un confinement qui est moins strict que celui déployé pendant la première vague. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à peut-être un durcissement des mesures de confinement dans les jours à venir si cette reproduction épidémique continue de grimper ?
Le président de la République a été clair quand il a annoncé le confinement. Il a dit que peut-être que des mesures complémentaires seraient nécessaires si la situation épidémique le justifiait. Je ne peux pas vous dire autre chose, d'autant que c'est très vrai, que si la situation épidémique le justifie, il pourrait être pris d'autres mesures pour freiner la diffusion du virus. Vous savez, nous ne fonctionnons pas tout seuls en vase clos. On regarde ce qui se passe autour de nous. On regarde ce qui se passe au Québec, ce qui se passe en Australie, on regarde ce qui se passe dans nombre de pays européens qui nous entourent et qui ont pris des mesures analogues aux mesures que nous avons prises. Certains pays ont pris une partie de ces mesures et pas tout. Donc on regarde comment la situation épidémique a évolué chez eux. Si ça suffit, on le fait. Si ça ne suffit pas, on prend d'autres mesures. Et donc on apprend les uns des autres, on se concerte beaucoup. Ce matin, par exemple, j'étais en lien avec les ambassadeurs de tous les pays de l'Union européenne pour partager les expériences de l'ensemble des pays en matière de lutte contre l'épidémie. Et donc c'est aussi par l'observation, ce qu'on appelle l'empirisme, face à un virus qui est un phénomène naturel, une catastrophe naturelle, mais un phénomène naturel, et qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, nous apprenons constamment. Et donc, à mesure que nous apprenons aussi comment lutter avec efficacité contre ce virus. Aujourd'hui, nous pensons, nous considérons et nous espérons tout à la fois que le respect des mesures en vigueur, le respect de ce confinement par les Français permettra de faire baisser l'épidémie. Nous verrons jour après jour, semaine après semaine, si cela suffit ou si il faut prendre d'autres types de mesures. Je vous remercie.